Je pense que nous assistons à quelque chose qui relève moins de la question de savoir si vous êtes au gouvernement, si vous êtes dans un secteur particulier de l'industrie, et davantage de la question de savoir si vous êtes un membre de cette espèce d'élite influente. On constate qu'aujourd'hui, il ne se soucie pas vraiment, parmi les échelons les plus élevés de la société, de savoir si vous appartenez à une religion particulière, ou ceci, ou cela, ou que sais-je. Ce qui compte, c'est de savoir si vous avez de l'influence, d'accord ? Avez-vous accès à des ressources, accès à de l'influence ? Si c'est le cas, vous êtes de la partie. Quand on regarde ce qui s'est réellement passé, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les programmes de la NSA que nous avons vus à l'époque, il y a eu en 2013 le directeur technique de la CIA, un certain Gus Bund, avec qui j'ai eu de nombreuses réunions lorsque je travaillais pour le compte de la CIA chez Dell, qui a déclaré, un peu par hasard, lors d'un salon professionnel, ce qui était devenu la nouvelle stratégie. Nous voulions recueillir toutes les données et ne jamais les céder. Quand vous pensez à ces compagnies du secteur numérique, il ne s'agit pas de concurrence, il s'agit de les coopter et de les endoctriner. Et nous le voyons très clairement lorsque nous regardons la chronologie de ce que l'on appelle les partenaires Prism. Ce sont bien sûr les plus grandes sociétés Internet des États-Unis qui ont volontairement commencé à fournir au gouvernement un accès aux dossiers de leurs clients au-delà des exigences légales. Vous pouvez voir qu'il y a une chronologie très précise où chacun de ces individus a été ciblé sur la base de son impact et de son influence, en quelque sorte, sur l'économie et l'infrastructure d'Internet. Et ça continue encore et encore. Ce n'étaient pas seulement les fournisseurs eux-mêmes, d'accord ? C'est aussi ce qu'on appelle la collecte de données en amont. Je sais que vous ne le voyez pas très bien, mais c'est une slide contenant la première mention publique à ce sujet. La communication en amont, c'est-à-dire vos communications, pas seulement via Facebook ou via Google, mais partout où elles passent par les fournisseurs d'accès Internet, par les compagnies de télécommunications. Les groupes comme Fireview ou Blarney, ce sont des noms de code donnés par la CIA à des groupes comme AT&T et Verizon. Et la question est de savoir que faisait-il, que se passait-il vraiment avec ce type d'information, ce type de contenu. Excusez-moi, j'essaye de trouver une slide bien précise. Quelle était l'utilité de ces informations et pourquoi cela se produisait-il ? Dans bien des cas, c'était motivé par le profit. Le gouvernement a dit « Nous rembourserons les coûts, nous fournirons un nouveau secteur d'activité, nous vous mettrons à l'abri des poursuites légales. » C'était l'argument central de la réforme des systèmes de surveillance en 2008. Elle a été adoptée en réponse au programme des écoutes téléphoniques sans ordonnance de la présidence Bush. En fait, AT&T avait espionné de manière inconstitutionnelle tous les citoyens des États-Unis et du monde entier, secrètement et pour le compte du gouvernement. Pas seulement à la suite des attentats du 11 septembre, mais, en fait, tout au long de son existence. Mais c'est un acte criminel aux États-Unis. Et il y a également des sanctions civiles, si bien que leurs clients pourraient aujourd'hui les assigner en justice et obtenir les plus gros dommages et intérêts jamais connus. Mais, en 2008, ils ont adopté une nouvelle loi appelée Protect America Act, qui aurait dû être un signal d'alarme pour tous et qui leur a donné une immunité rétroactive. Cette mesure stipulait que, pour toutes les lois déjà enfreintes, le gouvernement s'assurerait que ces sociétés ne seraient pas poursuivies. Peu après, AT&T a changé son programme. Vous voyez ici que la référence dans ce deuxième paragraphe est de juillet 2008, en rapport avec l'adoption de ce projet de loi. Alors qu'ils avaient collecté toutes vos activités sur le réseau et avaient conservé des archives depuis 1987. Donc, si vous êtes un client d'AT&T, vous avez toujours été un client d'AT&T. Vous êtes plutôt jeune, vous êtes né en 1987 ou après. Tout ce que vous avez pu dire, ils en ont une archive. Ils ont toujours une archive. Et ils commencent à les vendre au gouvernement comme un service, d'accord ? Sans exiger le mandat, en abaissant les normes relatives au partage des données, une simple assignation en justice et des choses de ce genre. Cela devient du jargon juridique que, disons, nous n'avons pas besoin d'approfondir. Mais l'idée ici est qu'il ne s'agit pas de compétition, mais bien de collaboration. Ces gens se considèrent essentiellement comme des joueurs faisant partie d'une même équipe pour exercer influence et contrôle. Cela ne veut pas dire, vous savez, que Google est spécifiquement là, après vous. Mais leurs intérêts ne sont pas les mêmes que les vôtres. C'est la nature de cette attente sur les données en amont. Ils les voient transiter sur Internet, n'est-ce pas ?
Et plutôt que de les intercepter au point de destination, donc votre ordinateur ou le secteur de Facebook, ils essayent de le faire alors qu'elles transitent. Ils font appel à ceux qui se trouvent entre les deux, d'accord? Que ce soit les fournisseurs d'accès, les opérateurs télécoms. Et ils jouent tous côte à côte, en groupe, interconnectés pour ce faire. Il y a un exemple concret où la NSA a eu l'autorisation légale, bien sûr par le biais d'assignations, de mandats, etc., de formuler des exigences auprès de ces compagnies lorsqu'un juge avait signé un mandat afin d'obtenir tout ce qu'il voulait. Et même sans ces nouvelles lois sur la surveillance très sophistiquées qui ne font pas appel à la vraie cour, mais utilisent les raccourcis à tampons officiels. Mais en dehors de cela, ce qu'ils faisaient, c'était d'aller encore plus loin et de commencer à s'intéresser aux liens dans le propre réseau de Google, voyez-vous, entre leurs centres de données. Ils possèdent un centre de données au Royaume-Uni et ils ont un centre de données aux États-Unis, un à Hong Kong, un en Suisse, bref, peu importe où. Et ces liens entre ces centres de données n'étaient pas cryptés, voyez-vous. Donc, plutôt que de demander ces informations à Google, ce qu'ils faisaient, ils se greffaient à ces liens et ils obtenaient les données gratuitement. Ils les obtenaient sous différentes injonctions légales. Ils ne seraient soumis à aucune restriction. Pas besoin de demander la permission, d'accord? Et ceci est très dangereux au sens plus large. Il faut mettre fin à ces discussions pour pouvoir passer à d'autres personnes. Mais, vous savez, les gens parlent de la confidentialité par rapport à la sécurité et ils affirment que ce n'est pas ce dont il s'agit. Il n'y a jamais eu de controverse entre la confidentialité et la surveillance, parce qu'elles ne sont pas des valeurs concurrentes. Lorsque la confidentialité est renforcée, la sécurité d'une personne est plus élevée. Si personne ne sait ce que vous faites, personne ne peut prendre de mesures contre vous. Personne ne peut vous rendre vulnérable. Si vous êtes surveillé et documenté dans tous vos déplacements, non seulement vous perdez en confidentialité, mais vous perdez aussi en sécurité. En réalité, il s'agit de la notion de liberté par rapport à la surveillance, et non par rapport à la sécurité ou autre chose de ce genre. La surveillance exploite la vulnérabilité. La surveillance s'appuie sur le manque de confidentialité. Et quand nous en arrivons là, et à toutes ces espèces de jeux de pistes où ils ne veulent pas aller vers les entreprises à moins qu'ils ne soient absolument obligés, et s'ils le font, ils essayeront d'obtenir l'adhésion d'une entreprise plutôt que de les affronter. Et ce n'est qu'en dernier recours qu'ils vont activement affronter l'entreprise, si cette dernière a du cran. La question est de savoir ce qu'est la liberté. Vous savez, si vous demandez à plusieurs personnes dans la pièce, elles peuvent avoir des avis différents. Mais, dans une large mesure, la liberté, ce qui a rendu la tradition américaine si puissante et nos projets si performants, c'est la capacité d'agir sans permission. La liberté, c'est ne pas avoir besoin de permission. Lorsque le gouvernement cherche à étendre ses propres libertés au détriment des citoyens, cela devrait tous nous alarmer. Toutefois, il existe deux grands types de surveillance largement utilisés aujourd'hui. La surveillance de masse, que j'ai critiquée, que j'ai exposée aux États-Unis. Nous avons le 4e amendement aux États-Unis, n'est-ce pas ? Qui interdit les perquisitions déraisonnables de vos documents privés et des choses comme ça. Voir ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Mais aussi la saisie de ces documents en premier lieu, n'est-ce pas ? Ce qui signifie les capturer. Or, cette question n'a jamais été réglée par les tribunaux des temps modernes. Si la surveillance de masse existe aujourd'hui, c'est à cause d'une décision de justice qui a été prise dans les années 70, dans l'affaire Smith contre Maryland, où un homme harcelait une femme au téléphone. Elle l'a vu passer devant sa maison ou quelque chose comme ça, a obtenu sa plaque d'immatriculation peu avant ou après l'un de ses appels. Elle est allée à la police est allée voir les opérateurs téléphoniques et leur a dit « Écoutez, dans ce cas, nous n'avons pas de mandat, nous avons la plaque d'immatriculation de ce type. Nous l'avons vu passer devant la maison, pouvez-vous nous fournir ces renseignements de votre plein gré ?» La compagnie de téléphone a répondu « Oui, bien sûr, si vous voulez, nous vous les fournirons. » Dans cette affaire, la Cour suprême a déclaré que ce type ne pouvait pas prétendre au droit à la vie privée parce qu'il ne l'avait pas vraiment mis sur écoute et qu'il n'avait pas intercepté ses appels. Ils avaient juste obtenu les registres des personnes qu'il avait appelées et à quel moment. Et ces données ne provenaient pas de lui, mais de son opérateur téléphonique, qui a donc déclaré « Ce ne sont pas ces données, ce sont les nôtres. » Et c'est ce qu'on appelle la clause du tiers parti. Depuis ce temps, cela n'a jamais été revu à ce niveau, dans le contexte de la surveillance de masse. Mais le problème est le suivant. Dans cette décision de justice, il était question d'un individu isolé, dans un contexte spécifique, dans un cas précis.
Le gouvernement a interprété cela, au cours des 40 dernières années, comme signifiant « bien ». Si une personne, dans un cas où ils avaient l'œil sur ce type, et qu'il faisait toutes ces choses, et la compagnie l'a fait, d'une manière précise et ciblée, avec juste cette plage horaire d'appel, alors voilà, nous sommes en position de le faire à tout le monde, partout, tout le temps, pour toujours. Eh, ce n'est pas fini. Avant de continuer la vidéo, on aimerait vous présenter quelque chose. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'ils voulaient apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, l'éducation financière et le développement personnel. C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les livres audio qui nous ont le plus inspirés et qui ont littéralement changé notre vie et notre manière de penser. Le meilleur dans tout ça, c'est que votre premier livre audio est gratuit grâce à l'offre d'essai Amazon. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio que vous pourrez écouter dans la voiture, à la salle de sport, dans les transports ou dans n'importe quel endroit que vous souhaitez.